La nuit où la Bulgarie s'est souvenue d'elle-même, permettez-moi de vous ramener à la soirée du 12 mai 2024, non pas à la date que vous verrez faire la une des journaux, mais à celle qui aurait dû l'être. Dans les rues calmes et pavées de Razgrad, une ville du nord-est de la Bulgarie, quelque chose d'anodin s'est produit. C'est du moins ce que voudraient vous faire croire les rapports officiels. Un petit groupe d'hommes, pas plus d'une cinquantaine, s'est rassemblé dans la cour de la mosquée Ibrahim Pacha après les prières du soir. Ils étaient là, nous a-t-on dit, pour célébrer l'achèvement d'une petite rénovation, de nouveaux tapis, une nouvelle couche de peinture sur le minaret. L'imam local a prononcé un bref discours sur la communauté et le patrimoine, le maire lui a adressé ses salutations et l'événement s'est terminé sans incident. Le lendemain matin, la télévision nationale bulgare a diffusé une 32e émission intitulée « Les musulmans locaux préservent les traditions culturelles à Razgrad ». Mais voici ce qu'ils ne vous ont pas dit. Cette même nuit, dans 3 autres villes Chouman, Targoviste et Silistra, des rassemblements similaires ont eu lieu. Pas seulement des rénovations, mais des récitations silencieuses de la Shahada, la déclaration de foi islamique. Pas seulement 50 hommes, mais des centaines. Et pas seulement dans les mosquées, mais dans les maisons, dans les centres communautaires, dans les arrière-salles des cafés où les murs sont suffisamment fins pour entendre le murmure de la prière mais suffisamment épais pour empêcher les regards indiscrets. Lorsque le gouvernement bulgare a reconnu cette tendance 6 semaines plus tard, les chiffres avaient déjà dépassé les estimations du dernier recensement. Il se passait quelque chose en Bulgarie. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis plus d'un siècle. J'ai passé les 30 dernières années à étudier les flux et reflux de l'islam dans les Balkans, non pas en tant que théologien, mais en tant qu'analyste géopolitique. J'ai suivi la montée et la chute de l'influence ottomane, les pressions sécularisantes du communisme, la course à l'influence dans la région après la guerre froide. Et ce qui se passe actuellement en Bulgarie n'est pas seulement un renouveau religieux. C'est un tremblement de terre géopolitique. Le genre qui ne fait pas la une des journaux jusqu'à ce que les répliques aient déjà redessiné la carte. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire que le gouvernement bulgare et par extension ses alliés occidentaux veut que vous acceptiez est simple. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Selon la version officielle, la récente hausse des conversions à l'islam est un processus naturel et organique. Un retour aux racines culturelles. Une question de choix personnel. Les chiffres, disent-ils, sont encore faibles, quelques milliers seulement dans un pays de 7 millions d'habitants. Le recensement de 2021 évalue la population musulmane de Bulgarie à environ 10%, dont la grande majorité est composée de Turcs et de Pomaks dont les familles pratiquent l'islam depuis des générations. Les nouveaux convertis ? Un échec statistique. Une curiosité, tout au plus. Le gouvernement a été prudent dans ses messages. Le Premier ministre Nikolai Dankov, un ancien scientifique à l'allure technocratique, a présenté la question comme une question de liberté religieuse. La Bulgarie est un État laïque, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en juin, et nous respectons le droit de chaque citoyen de choisir sa foi. Le ministère des Affaires étrangères est allé plus loin, assurant à l'UE et à l'OTAN qu'il n'y avait aucune raison de s'alarmer. Ce sont des cas isolés, a déclaré un porte-parole à Reuters. Il n'y a aucune preuve d'influence extérieure ou de radicalisation. Les médias ont largement suivi la ligne. Dnevnik, l'un des plus grands journaux bulgares, a publié en juillet un article intitulé « Pourquoi certains Bulgares choisissent l'islam en 2024 ». L'article était sympathique, presque anthropologique, des entretiens avec des convertis qui parlaient d'épanouissement spirituel, de communauté et de rejet du matérialisme. Aucune mention de géopolitique. Aucune mention d'argent. Aucune mention du fait que nombre de ces nouveaux convertis viennent de régions où le chômage oscille autour de 20% et où l'État a pratiquement abandonné les infrastructures. Comme on pouvait s'y attendre, l'UE s'est montrée prudente. Le commissaire chargé du voisinage et de l'élargissement, Olivier Varhelyi, a publié une déclaration en août, saluant l'engagement de la Bulgarie en faveur du pluralisme et de la tolérance. Les États-Unis, le département d'État, dans son rapport annuel sur la liberté religieuse internationale, a noté ces conversions, mais les a présentées comme une évolution positive, un signe de la démocratie mûre de la Bulgarie. Mais voici le problème. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas toute la vérité. Et en géopolitique, les demi-vérités sont souvent plus dangereuses que les mensonges purs et simples. Les données ne soutiennent pas l'histoire, commençons par les chiffres.
Le gouvernement bulgare affirme que le nombre de nouveaux convertis est négligeable, peut-être quelques milliers tout au plus. Mais les données racontent une autre histoire. Tout d'abord, considérons le taux de conversion. En 2020, l'Institut national bulgare de statistique a enregistré 127 conversions à l'islam. En 2021, ce nombre est passé à 342. En 2022, il était de 891. L'année dernière, en 2023, ce nombre était de 2147. Et uniquement au cours des 6 premiers mois de 2024 ? Plus de 1800. Ce n'est pas un problème. C'est une croissance exponentielle. Si cette tendance se poursuit, la Bulgarie pourrait enregistrer plus de 5000 conversions cette année, soit une multiplication par 40 en seulement 4 ans. Maintenant, où se produisent ces conversions ? Pas dans les grandes villes Sofia, Plovdiv, Varna où la laïcité et l'influence occidentale sont les plus fortes. Non, les épicentres se trouvent à Razgrad, Shumen, Targovishte et Silistra. Ce sont des régions où l'héritage ottoman est encore visible dans l'architecture, où le turc est encore parlé sur les marchés, où les cicatrices du processus de renaissance des années 1980, la campagne brutale d'assimilation forcée menée par la Bulgarie contre sa population musulmane sont encore fraîches. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Les nouveaux convertis ne sont pas seulement des Turcs ou des Pomaks. Ce sont des Bulgares de souche. Chrétiens slaves, dont beaucoup n'ont aucun lien préalable avec l'islam. Et ils ne se contentent pas de convertir par un ou par deux. Ils se convertissent en groupe. Des familles entières. Des villages entiers, dans certains cas. J'ai parlé à des responsables locaux de Razgrad qui décrivent une personnalité respectée de la communauté, un enseignant, un commerçant, parfois même un homme politique local qui commence à fréquenter la mosquée. Quelques mois plus tard, ses proches le suivent. Puis ses voisins. Puis ses employés. Ce n'est pas exactement de la coercition. Mais ce n'est pas non plus entièrement volontaire. Dans une région où les emplois sont rares et l'État absent, la mosquée offre bien plus qu'un simple réconfort spirituel. Il propose des réseaux. Cela offre des opportunités. Et puis il y a l'argent. En 2022, l'Agence nationale bulgare pour la sécurité nationale a publié discrètement un rapport sur le financement étranger des organisations religieuses. Les conclusions n'ont jamais été rendues publiques, mais j'en ai vu une copie. Il détaille les millions d'euros entrant en Bulgarie depuis la Turquie, le Qatar et l'Arabie saoudite, de l'argent destiné à la construction de mosquées, à des bourses et à des programmes culturels. Une partie est légitime. Certains ne le sont pas. Le rapport note qu'à Razgrad et Shumen, des imams locaux ont été observés distribuant des paiements en espèces aux nouveaux convertis, la zaka, comme ils l'appellent, l'aumône islamique. Mais le timing est suspect. Ces paiements coïncident souvent avec des élections. Avec des protestations. Avec des moments de troubles sociaux. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que chaque nouveau converti est soudoyé. C'est réducteur. Mais lorsque l'on combine désespoir économique, griefs historiques et investissements étrangers ciblés, on n'a pas besoin d'une grande conspiration pour expliquer ce qui se passe. Vous avez juste besoin d'incitations. Et les incitations fonctionnent. La géopolitique, qui a tout à y gagner ? Alors, à qui profite la résurgence de l'islam en Bulgarie ? La réponse dépend de la grande puissance que vous demandez. Le retour du fantôme ottoman pour la Turquie, c'est personnel. La Bulgarie était autrefois le cœur des Balkans ottomans. La perte de la région en 1878 fut un traumatisme national, le début du long déclin de l'Empire. Recep Tayyip Erdogan n'a pas caché son ambition de restaurer l'influence de la Turquie sur ses anciens territoires. En 2018, il a prononcé un discours à Sofia dans lequel il a qualifié les musulmans bulgares de « nos frères et sœurs ». Le sous-texte était le suivant: vous êtes peut-être des citoyens bulgares, mais vous êtes turcs d'esprit. Depuis lors, la Turquie a investi de l'argent en Bulgarie. La Diyanet, la direction des affaires religieuses de Turquie, a financé la construction de dizaines de nouvelles mosquées. Les ONG turques gèrent des écoles, des hôpitaux et des banques alimentaires dans les régions à majorité musulmane. Et en 2023, la Turquie a annoncé un fonds d'investissement de 500 millions de dollars pour les infrastructures bulgares avec un piège. L'argent est destiné à des projets dans le nord-est, où est concentrée la population musulmane.
Est-ce de la charité? Ou est-ce du soft power? À considérer en 2020, le Parlement bulgare a adopté une loi interdisant le financement étranger des organisations religieuses. La loi visait clairement la Turquie. Mais cela n'a jamais été appliqué. Pourquoi? Parce que la Turquie est le deuxième partenaire commercial de la Bulgarie. Parce que la Bulgarie dépend du gaz turc. Parce que, selon les mots d'un diplomate bulgare à qui j'ai parlé, nous ne pouvons pas nous permettre de contrarier Ankara. La Turquie n'investit pas seulement dans les mosquées. C'est investir dans la fidélité. Le spoiler dans l'ombre, la Russie n'a aucun intérêt direct dans les musulmans de Bulgarie. Mais il a un énorme intérêt à déstabiliser le flanc sud-est de l'OTAN. Et la Bulgarie, avec son histoire d'influence russe, sa dépendance énergétique à l'égard de Moscou et ses tensions ethniques latentes, est le parfait moyen de pression. Voici comment la Russie joue le jeu. Il n'est pas nécessaire de créer des divisions en Bulgarie. Il lui suffit de les exploiter. En 2023, les renseignements bulgares ont découvert une campagne de désinformation russe ciblant la population musulmane du pays. De fausses nouvelles, amplifiées par des fermes de trolls liés au Kremlin, affirmaient que l'UE envisageait d'interdire l'islam en Bulgarie. D'autres articles suggèrent que l'OTAN se préparait à envahir le pays sous le prétexte de « lutter contre la radicalisation ». Le but? Pour attiser la peur. Pousser les musulmans de Bulgarie dans les bras de la Turquie ou, à défaut, les défier ouvertement à l'égard de Sofia. La fin de partie de la Russie n'est pas religieuse. C'est stratégique. Une Bulgarie divisée selon des critères ethniques et religieux est une Bulgarie à laquelle on ne peut pas faire confiance en tant qu'allié de l'OTAN. Une Bulgarie qui se tourne vers la Turquie pour obtenir sa protection est une Bulgarie qui se détourne de l'Occident. Et une Bulgarie dans le chaos est une Bulgarie que la Russie peut manipuler. Les aveugles de la tempête, et puis il y a l'Occident, plus précisément les États-Unis et l'UE. Leur approche du renouveau musulman en Bulgarie peut se résumer en un seul déni. Les États-Unis considèrent la Bulgarie comme un partenaire fiable de l'OTAN, un rempart contre l'agression russe en mer Noire. L'UE y voit une réussite de la transition post-communiste. Ni l'un ni l'autre ne veut reconnaître que le pays est divisé selon des critères ethniques et religieux. Alors ils minimisent les conversions. Ils rejettent les inquiétudes concernant l'influence turque. Ils présentent la question comme une question de liberté religieuse, comme si c'était la seule lentille à travers laquelle la considérer. Mais voici la dernière guerre que mène l'Occident. Elle est toujours obsédée par la Russie. Elle considère toujours les Balkans comme un champ de bataille de la guerre froide. Elle n'est pas préparée au fait que la véritable menace pour son influence en Bulgarie ne vient peut-être pas de Moscou mais d'Ankara. Et c'est un problème, car la Turquie joue un jeu différent. L'armée, un nouveau front en mer Noire? Parlons des implications militaires. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de religion. Il s'agit de base. Il s'agit de port. Il s'agit du contrôle de la mer Noire. La Bulgarie abrite 2 sites clés de l'OTAN, la base aérienne de Bezmer, l'un des aérodromes les plus importants de l'Alliance dans la région, et le centre logistique d'Eto, une plaque tournante essentielle pour le flanc sud-est de l'OTAN. Tous deux sont situés dans la partie orientale du pays, la même région où l'islam réapparaît. Maintenant, imaginez ceci. Une crise éclate en mer Noire. La Russie bloque les ports ukrainiens. L'OTAN répond en augmentant sa présence en Bulgarie. Mais soudain, des manifestations éclatent à Razgrad et à Chouman. Pas seulement quelques centaines de personnes, mais des milliers. Certains d'entre eux sont de nouveaux convertis. Certains d'entre eux sont des citoyens turcs arrivés en bus depuis l'autre côté de la frontière. Les manifestations deviennent violentes. Le gouvernement bulgare, déjà faible, est paralysé. La capacité de l'OTAN à opérer depuis ses bases est compromise. Est-ce tiré par les cheveux? Pas autant qu'on pourrait le penser. En 2020, la Turquie a envoyé des troupes dans le nord de la Syrie sous prétexte de protéger ses frères turcs. En 2022, elle a fait de même en Libye. Erdogan a montré qu'il était prêt à recourir à la force militaire pour protéger ce qu'il considère comme la sphère d'influence de la Turquie. Et les musulmans de Bulgarie? Ils font partie de cette sphère. La question n'est pas de savoir si la Turquie tentera d'exercer son influence en Bulgarie. La question est de savoir quand.
Et lorsque ce sera le cas, l'OTAN sera confrontée à une tâche impossible. Défendrons-nous la Bulgarie contre la pression turque? Ou risquons-nous de nous aliéner un allié clé dans le processus? La poudrière politique de la Bulgarie intérieure. Parlons de la politique intérieure de la Bulgarie, car c'est là que se joue le véritable drame. La Bulgarie est un pays profondément divisé. Il y a la fracture entre zones urbaines et zones rurales, la fracture Est-Ouest, le fossé générationnel. Mais la ligne de fracture la plus explosive est ethnique. D'un côté, vous avez les Bulgares de souche chrétiens orthodoxes, slaves, historiquement alignés sur la Russie. De l'autre, vous avez les Turcs et les Pomaks des musulmans, dont beaucoup ont des liens avec la Turquie et dont beaucoup sont concentrés dans le nord-est. Pendant des décennies, ces groupes ont cohabité difficilement. Mais aujourd'hui, la balance est en train de changer. La raison? Démographie. La population bulgare diminue. Rapide. Depuis la chute du communisme, le pays a perdu près de 2 millions de personnes, soit un quart de sa population, à cause de l'émigration. Mais tous les groupes ne partent pas au même rythme. Les Bulgares de souche, en particulier les jeunes et les instruits, fuient vers l'Europe occidentale. Turcs et Pomaks ethniques? Ils restent. Et ils ont plus d'enfants. Le résultat? Dans certaines régions, les musulmans deviennent majoritaires. À Razgrad, ils le sont déjà. Cela a des implications terrifiantes pour la politique bulgare. Les deux principaux partis du pays, le Gerb de centre-droit et le BSP de centre-gauche, se sont historiquement appuyés sur les électeurs de souche bulgare. Mais à mesure que la population musulmane augmente, une nouvelle force politique est le Mouvement pour les droits et les libertés, un parti qui représente la minorité turque et musulmane de Bulgarie. Le DPS n'est pas qu'un parti politique comme les autres. C'est un faiseur de rois. Lors des 3 dernières élections, aucun gouvernement n'a été formé sans son soutien. Et le DPS l'a fait. Il souhaite plus d'autonomie pour les régions à majorité musulmane. Il souhaite que le turc soit reconnu comme langue officielle. Il veut mettre fin à ce qu'il appelle la discrimination parrainée par l'État. Les partis nationalistes bulgares, le VMRO, l'ATAKA, sont apoplectiques. Ils considèrent le DPS comme un cheval de Troie de l'influence turque. Ils ont demandé l'interdiction du parti. Ils ont organisé des manifestations. Ils ont même eu recours à la violence. Et voici les nationalistes ont raison. Le DPS est un véhicule d'influence turque. Mais ce n'est pas un complot. C'est juste de la politique. Lorsqu'un groupe se sent marginalisé, il cherche des alliés. Et dans le cas de la Bulgarie, le seul allié disposant d'un véritable pouvoir est la Turquie. Le gouvernement bulgare est pris entre deux feux. Il ne peut pas se permettre de s'aliéner le DPS, sans son soutien, aucun gouvernement ne peut survivre. Mais il ne peut pas non plus se permettre de s'aliéner les nationalistes, sans leur soutien, le pays risque de provoquer des troubles civils. Alors, qu'est-ce que ça fait? Cela fait comme si le problème n'existait pas. Et c'est ainsi qu'on obtient une crise au ralenti. Scénario: comment cela se termine? Examinons les possibilités. Parce que ça ne va pas bien se terminer. Scénario 1, le protectorat turc. Dans ce scénario, l'influence de la Turquie en Bulgarie s'accroît de manière incontrôlée. Le DPS devient la force politique dominante. Les régions à majorité musulmane acquièrent une autonomie de facto. Le turc devient langue officielle. Les bases de l'OTAN demeurent, mais leurs opérations sont limitées par la résistance locale. La Bulgarie ne devient pas une colonie turque. Mais il devient un État client, un pays qui se tourne vers Ankara pour obtenir une protection, des investissements et une orientation. L'Occident n'intervient pas. Ce n'est pas possible. La Turquie est trop importante, c'est la deuxième plus grande armée de l'OTAN, un acteur clé dans la mer Noire, un pont vers le Moyen-Orient. Les États-Unis et l'Union européenne se plaignent, mais ils l'acceptent. Après tout, c'est mieux que l'alternative. Scénario 2, la poudrière des Balkans, c'est le résultat le plus probable. Les tensions ethniques en Bulgarie débordent. Des groupes nationalistes organisent de violentes manifestations. Les communautés musulmanes réagissent de la même manière. Le gouvernement, déjà faible, s'effondre. De nouvelles élections sont convoquées, mais personne n'obtient la majorité.
La Turquie intervient non pas avec des troupes, mais avec de l'argent, avec de la propagande, avec des forces de maintien de la paix, sous couvert de protéger ses frères turcs. La Russie attise les flammes, répand de la désinformation et arme des groupes mandataires. L'UE et l'OTAN sont paralysés. Ils ne veulent pas intervenir, mais ils ne peuvent pas se permettre de ne rien faire. Le résultat ? Un conflit gelé. Pas une guerre, mais pas la paix. Un pays divisé selon des lignes ethniques et religieuses, avec un flanc sud-est de l'OTAN plongé dans le chaos. Scénario 3, la répression de l'OTAN. Dans ce scénario, l'Occident se réveille enfin. Les États-Unis et l'Union européenne imposent des sanctions à la Turquie. Ils ont coupé le financement des communautés musulmanes de Bulgarie. Ils font pression sur le gouvernement bulgare pour qu'il réprime l'influence étrangère. Mais c'est trop tard. Le génie est sorti de la bouteille. La répression déclenche une réaction violente. Les manifestations se transforment en émeutes. Le DPS est interdit. La Turquie riposte en coupant l'approvisionnement en gaz. L'économie bulgare s'effondre. Le pays devient un État en faillite. L'OTAN est obligée d'intervenir militairement. Mais d'ici là, le mal est fait. La crédibilité de l'alliance dans la région est brisée. La Russie et la Turquie apparaissent comme les véritables gagnants. La grande stratégie. Pourquoi l'Occident continue de perdre? Prenons un instant de recul. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Bulgarie. Il s'agit d'un modèle d'échec occidental dans l'ère de l'après-guerre froide. Pendant 30 ans, les États-Unis et leurs alliés ont fonctionné en partant du principe que les astérisques libéraux, la démocratie astérisque se propagerait comme une traînée de poudre une fois le rideau de fer tombé. Ils pensaient que les marchés et les élections dissoudraient les haines anciennes, que la sortie de l'OTAN apporterait la stabilité, que le soft power de l'UE rendrait les frontières inutiles. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné sur papier. La Pologne, la République tchèque et même les pays baltes semblaient prouver cette théorie. Mais les Balkans ? Les Balkans ont toujours été l'exception, le lieu où l'histoire refusait de mourir. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que l'échec de l'Occident en Bulgarie n'est pas un accident. C'est une caractéristique du système. Les États-Unis et l'Union européenne ont passé des décennies à confier leur dilemme de sécurité à des mandataires locaux, en supposant que l'intégration économique seule permettrait de maintenir la paix. Mais l'économie sans géopolitique est comme un navire sans gouvernail, il dérive et finit par heurter les rochers. Prenez l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'UE en 2004. Bruxelles l'a célébré comme un triomphe des valeurs européennes. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement sur le terrain ? Cela signifiait que la Bulgarie, un pays avec un PIB par habitant inférieur à celui de certains pays africains, devait soudainement être compétitive sur le marché unique sans les fonds structurels qui avaient soutenu l'Espagne ou le Portugal. Cela signifie que la corruption, déjà endémique, est devenue institutionnalisée parce que les mécanismes d'état de droit de l'UE ont été conçus pour la Suède, et non pour un pays où la mafia et l'État étaient étroitement liés depuis les années 1990. Et puis il y a l'OTAN. L'Alliance s'est étendue vers l'Est, mais elle n'a jamais véritablement intégré ses nouveaux membres. La Bulgarie a rejoint le pays en 2004, mais son armée reste une relique soviétique, sous-financée, sous-équipée et sous l'influence des réseaux résiduels de Moscou. Les États-Unis ont construit quelques bases, comme celle de Besmer, mais celles-ci n'ont jamais été que des avant-postes symboliques. Le véritable pouvoir dans le secteur de la défense bulgare ? Les généraux formés en Russie, les marchands d'armes ayant des liens à la fois avec Ankara et Moscou et les politiciens qui ont joué dans les deux camps. Quand je parle aux officiers bulgares, ils ne parlent pas de l'OTAN comme d'une fraternité. Ils en parlent comme d'un mal nécessaire, un moyen d'obtenir des financements sans avoir à procéder à de véritables réformes. Voilà pourquoi l'Occident n'a pas perdu la Bulgarie à cause d'une grande conspiration turque ou d'une campagne de guerre hybride russe. Il a perdu la Bulgarie parce qu'il n'en a jamais assez voulu. Les États-Unis et l'UE ont traité les Balkans comme un problème à gérer et non comme une région à conquérir. Et maintenant, alors que l'islam revient dans les Rhodopes, que le DPS resserre son emprise, que les drones turcs patrouillent sur les côtes de la mer Noire, la facture arrive à échéance. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières bulgares. Le pays n'est pas seulement membre de l'OTAN, c'est le ventre mou de l'Alliance.
Son littoral de la mer Noire constitue un point d'étranglement pour les mouvements navals russes. Son espace aérien est une porte d'entrée sur la Méditerranée. Et ses divisions internes constituent un parfait point de pression pour Ankara et Moscou. Si la Bulgarie se fracture, le flanc sud-est de l'OTAN se fracturera avec elle. Les États-Unis ne peuvent pas projeter leur puissance dans la mer Noire sans base bulgare. L'UE ne peut pas garantir son approvisionnement énergétique sans les pipelines bulgares. Et si la Turquie décide de jouer au dur par exemple en restreignant l'accès de l'OTAN à Incirlik ou en intensifiant ses efforts en Syrie, la Bulgarie devient le maillon faible qui brise la chaîne. Considérons maintenant les implications militaires. L'armée bulgare n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était pendant la guerre froide. Son armée de l'air s'appuie sur des MiG-29 de l'air soviétique, entretenus par des techniciens russes. Sa marine est une collection de corvettes rouillées. C'est cyberdéfense ? Une blague. Le pays consacre seulement 1,5% de son PIB à la défense, bien en deçà de l'objectif de 2% fixé par l'OTAN. Et pourtant, on s'attend à ce que cela dissuade la Russie, contienne la Turquie et contrôle ses propres tensions ethniques, tout cela en même temps. Les États-Unis ont tenté de moderniser l'armée bulgare, mais chaque tentative a été timide. L'accord de 2019 portant sur l'achat de F-16 constituait un pas en avant, mais c'était aussi une décennie trop tard. Au moment où ces avions arriveront, les défenses aériennes de la Bulgarie seront déjà compromises par les drones turcs et les systèmes de guerre électronique russes. Et puis il y a la question du commandement et du contrôle. Si le gouvernement bulgare s'effondre, qui reprendra l'armée ? Les généraux ? Le DPS ? Une junte nationaliste ? La réponse n'est aucune de celles ci-dessus. Le véritable pouvoir appartiendrait aux paramilitaires, les groupes qui s'arment depuis les années 1990, ceux qui ont des liens à la fois avec l'extrême droite et la clandestinité islamiste. Ce n'est pas le genre de forces qui reçoivent des ordres de Bruxelles ou de Washington. Ils sont du genre à accepter les commandes de celui qui les paie. C'est ici que cela devient vraiment dangereux. Depuis des années, la Turquie renforce discrètement son influence dans le secteur de la sécurité bulgare. Le DPS ne contrôle pas seulement la politique, il contrôle la police des frontières, les services de renseignement et même une partie de l'armée. Les services de renseignement turcs, le MIT, sont actifs en Bulgarie depuis les années 1990, recrutant des agents, menant des opérations d'influence, selon certains rapports, armant des groupes sympathisants. Si la Turquie décide d'escalader la situation, elle n'aura pas besoin d'envahir. Il lui suffira d'activer ses réseaux. Quelques officiers bien placés, quelques fuites au bon moment, et soudain, l'appareil de sécurité bulgare travaille pour Ankara, pas pour Sofia. Bien entendu, la Russie joue le même jeu. L'influence de Moscou en Bulgarie est profonde, à travers l'Église orthodoxe, à travers le secteur de l'énergie, à travers les restes de la vieille élite communiste. Le Kremlin n'a pas besoin d'envoyer des troupes pour déstabiliser la Bulgarie. Il lui suffit de maintenir le pays pauvre, divisé et dépendant du gaz russe. Et ça fait les trois. Le pipeline Turkstream, qui traverse la Bulgarie, en est un parfait exemple. Ce n'est pas seulement un projet énergétique, c'est un levier géopolitique. Si la Russie coupe le gaz, la Bulgarie se fige. Si la Turquie menace de modifier le tracé du gazoduc, l'économie bulgare s'effondrera. Et si les deux pays décidaient d'écraser Sofia en même temps ? Le pays implose. Imaginez maintenant que le gouvernement bulgare tombe. Le DPS prend le contrôle de la frontière avec la Turquie. La Russie coupe le gaz. La Turquie envoie des « soldats de la paix » pour protéger ses « frères turcs ». Les États-Unis et l'Union européenne se dépêchent de réagir, mais il est trop tard. L'armée bulgare est divisée, certaines unités se rangent du côté des nationalistes, d'autres du DPS, d'autres encore du côté de Moscou. Le flanc sud-est de l'OTAN est désormais constitué d'une mosaïque de seigneurs de guerre et de forces mandataires. Et soudain, la mer Noire n'est plus le lac de l'OTAN. C'est une zone contestée, où les sous-marins russes, les drones turcs et les milices bulgares opèrent sans règle. Ce n'est pas un fantasme dystopique. C'est l'aboutissement logique de 30 années de négligence occidentale. Les États-Unis et l'UE pensaient que la Bulgarie resterait dans le camp occidental parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais c'est le problème de la géopolitique, il y a toujours un autre endroit où aller.
La Turquie offre une protection. La Russie offre de l'énergie. La Chine propose des investissements. Et l'Occident? L'Occident propose des conférences sur la démocratie et l'état de droit, tandis que ses entreprises pillent le pays et que ses politiciens ignorent ses appels à l'aide. Alors que se passe-t-il ensuite? Le résultat le plus probable est que la Bulgarie avance en boitant, un État en déliquescence sauf le nom, son gouvernement trop faible pour gouverner, son armée trop divisée pour se défendre, son peuple trop épuisé pour s'en soucier. Le DPS continuera à remporter les élections. La Turquie continuera d'étendre son influence. La Russie continuera à tirer les ficelles. Et l'Occident continuera de prétendre que rien de tout cela n'a d'importance jusqu'au jour où cela arrivera. Mais voici le problème avec les échecs, ils ne le restent pas pour toujours. Finalement, quelqu'un intervient pour combler le vide. Et dans les Balkans, ce quelqu'un n'est jamais le gentil. Ce sont les chefs de guerre, les passeurs, les djihadistes, les hommes armés et sans scrupules. La conversion de la Bulgarie à l'islam n'est pas seulement un renouveau religieux, c'est le symptôme d'un effondrement plus profond. Et quand l'effondrement surviendra, ce ne sera pas tranquille. Ce sera bruyant et sanglant, et cela résonnera jusqu'à Bruxelles et Washington. L'Occident avait une chance d'empêcher cela. Elle aurait pu investir dans les institutions bulgares. Il aurait pu réformer son armée. Elle aurait pu offrir une véritable alternative à l'influence turque et russe. Mais ce n'est pas le cas. Et maintenant, la facture arrive à échéance. La question est-ce que quelqu'un devra payer? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le glissement de la Bulgarie vers ce genre de chaos n'est pas un effondrement soudain, mais l'aboutissement d'un long et délibéré démembrement. L'Occident n'a pas simplement échoué à l'empêcher, à bien des égards, cela l'a accéléré. Prenons l'exemple de l'approche de l'UE à l'égard de la Bulgarie au cours des 2 dernières décennies. Bruxelles a traité le pays comme un enfant à problème, pas comme un partenaire. Le processus d'adhésion de 2007 était censé être un triomphe de l'intégration européenne, mais il s'est plutôt transformé en un cours magistral sur la manière de transformer une nation en vassale. L'UE a exigé des réformes judiciaires, économiques et anti-corruption, mais elle n'a jamais réellement aidé la Bulgarie à construire les institutions nécessaires pour les soutenir. Au lieu de cela, elle a confié la surveillance à un groupe tournant de technocrates étrangers qui ont traité Sofia comme un avant-poste colonial, publiant des décrets depuis Bruxelles sans jamais se soucier de comprendre la dynamique locale. Et les résultats? Prévisibles. Le pouvoir judiciaire reste un outil au service des élites politiques. L'économie est devenue un terrain de jeu pour les oligarques, dont beaucoup sont liés au DPS ou aux intérêts russes. Le paysage médiatique était partagé entre les libéraux pro-occidentaux, les nationalistes pro-russes et les médias soutenus par la Turquie, tous plus intéressés par la propagande que par la vérité. La réponse de l'UE? Quelques rapports rédigés avec sévérité, des fonds gelés et de nombreuses plaintes concernant le « retour en arrière ». Mais pas de réelles conséquences. Parce qu'en fin de compte, la Bulgarie était utile en tant qu'État tampon, réservoir de main-d'œuvre bon marché et marché pour les entreprises allemandes et françaises. Sa stabilité était secondaire. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Lorsque les institutions d'un pays sont ainsi vidées, le vide ne reste pas vide longtemps. Et dans le cas de la Bulgarie, le vide a été comblé par 3 DPS concurrents, qui fonctionnent comme un État dans l'État, l'appareil de sécurité russe, qui a passé des décennies à cultiver des atouts dans les secteurs militaires, du renseignement et de l'énergie, et maintenant, le réseau croissant d'organisations islamiques, turques et salafistes, qui voient en Bulgarie un terrain fertile pour l'action. Le DPS est le plus visible d'entre eux, mais ce n'est pas le plus dangereux. La véritable menace réside dans la façon dont ces forces interagissent, comment le contrôle du DPS sur la gouvernance locale crée des refuges pour les prédicateurs radicaux, comment la désinformation russe amplifie les divisions ethniques et religieuses, comment l'influence économique turque est utilisée pour récompenser la loyauté et punir la dissidence. Voilà pourquoi la classe politique bulgare a passé les 30 dernières années à opposer ses forces les unes aux autres, traitant la géopolitique comme un jeu d'échecs en 3 dimensions où la seule règle est la survie. Le problème est que le plateau est désormais en feu et que les pièces commencent à bouger toutes seules. Prenons par exemple les élections législatives de 2023. Le parti Gerb, dirigé par Boyko Borisov, a remporté le plus grand nombre de sièges, mais ce fut une victoire à la Pyrrhu.
La véritable histoire a été la fragmentation du vote. Le GERB a obtenu 25%, le parti pro-russe de la Renaissance a grimpé à 14%, le DPS est resté stable à 13%, et le reste a été partagé entre une douzaine de factions plus petites, y compris le mouvement pour les droits et les libertés à tendance islamiste, qui est essentiellement le cousin rural du DPS. Le résultat ? Un parlement sans majorité, une série de tentatives de coalition ratées et un gouvernement intérimaire sans mandat ni autorité réelle. Aujourd'hui, la plupart des analystes constatent que le pays est coincé dans une impasse politique. Je vois quelque chose comme un système qui a atteint son point culminant. Parce que lorsqu'un gouvernement ne peut pas gouverner, lorsque l'armée est divisée, lorsque la police est plus intéressée à protéger les routes de contrebande qu'à faire respecter la loi, la seule chose qui maintient l'unité du pays est l'inertie. Et l'inertie est une chose fragile. Il suffit d'une étincelle, une crise économique, une élection contestée, un assassinat très médiatisé et tout l'édifice s'effondre. Alors, à quoi ressemble cet effondrement ? Jouons-y. Scénario où le DPS consolide le pouvoir. Ils ont joué le jeu sur le long terme, s'intégrant dans les gouvernements locaux, contrôlant des industries clés et cultivant une base loyale au sein de la minorité musulmane de Bulgarie. S'ils parviennent à constituer une coalition stable, ils feront pression pour une plus grande autonomie dans les régions où ils sont les plus forts, comme Kardjali, Razgrad et Silistra. Cela signifie plus d'influence turque, plus d'institutions islamiques, plus de pression sur les non-musulmans pour les inciter à s'assimiler ou à partir. Cela signifie également un défi direct à l'autorité de Sofia, car la base du pouvoir du DPS ne se trouve pas dans la capitale, mais dans les provinces, où il peut opérer en toute impunité. Scénario, la faction pro-russe agit. Le parti Renaissance n'est pas seulement une force politique, c'est une façade pour les intérêts de Moscou en Bulgarie. Son chef, Kostadin Kostadinov, est un ancien officier du renseignement ayant des liens étroits avec les services de sécurité russes. Si la Renaissance obtient suffisamment de poids, elle poussera la Bulgarie à abandonner l'OTAN, à rejeter les sanctions de l'UE contre la Russie et à accroître sa dépendance énergétique à l'égard de Moscou. C'est une ligne rouge pour l'Occident, mais voilà, l'Occident n'a pas les moyens de l'arrêter. Les États-Unis et l'Union européenne peuvent imposer des sanctions, mais les oligarques bulgares se contenteront de transférer leur argent vers Dubaï ou Istanbul. Ils peuvent supprimer le financement, mais la Russie et la Turquie interviendront en accordant des prêts et des investissements. Et ils peuvent émettre des avertissements sévères, mais plus personne à Sofia n'écoute. Scénario: le pays se fracture. C'est l'issue la plus probable et la plus dangereuse. Les régions bulgares sont déjà en train de se diviser. Le sud-ouest, dont Sofia est le pilier, est économiquement lié à l'UE. Le nord-est, bordant la Roumanie et la mer Noire, est une plaque tournante de l'influence russe et turque. Le sud-est, près de la frontière turque, est effectivement sous le contrôle du DPS. Si le gouvernement central s'effondre, ces régions commenceront à agir de manière indépendante. Le DPS déclarera l'autonomie dans le sud-est. Les factions pro-russes prendront le contrôle du nord-est. Et l'UE devra se démener pour conserver l'État croupion à l'ouest. Maintenant, vous pourriez être sûr que quelqu'un interviendra. Mais qui ? L'UE ? Bruxelles est trop occupée à gérer ses propres crises: Ukraine, migration, montée de l'extrême droite pour se soucier de la Bulgarie. Les États-Unis ? Washington a de plus gros poissons à affronter, de toute façon, son influence à Sofia diminue depuis des années. L'OTAN ? L'alliance est conçue pour dissuader les menaces extérieures et non l'effondrement interne. Et la Turquie ? Ankara adorerait voir la Bulgarie se briser, cela lui donnerait un pied dans les Balkans et une ligne directe vers la mer Noire. Reste la Russie. Et Moscou se prépare à ce moment depuis des décennies. Le Kremlin n'a pas besoin d'envahir la Bulgarie pour la contrôler. Il lui suffit d'exploiter le chaos. Cela peut canaliser de l'argent vers les milices pro-russes. Il peut recourir au chantage énergétique pour maintenir l'éclairage à Sofia tout en coupant le reste du pays. Cela peut attiser les tensions ethniques et religieuses pour garantir que la Bulgarie reste divisée. Et si tout le reste échoue, il peut toujours envoyer le groupe Wagner ou quel que soit le nom qu'il s'appelle ces jours-ci pour rétablir l'ordre. Mais voilà, c'est imprévisible. Une fois le barrage brisé, l'eau ne s'écoule plus dans une seule direction.
Le DPS pourrait déclarer l'autonomie dans le sud-est, mais cela ne signifie pas que la région restera stable. Le gouvernement turc soutiendra le DPS, mais les groupes salafistes opérant dans l'ombre ne suivront pas nécessairement l'exemple d'Ankara. Les factions pro-russes pourraient prendre le contrôle du nord-est, mais elles devront faire face aux chefs de guerre locaux, aux passeurs et aux djihadistes qui ont leurs propres objectifs. Et l'UE ? Il pourrait tenter de conserver le sud-ouest, mais sans un gouvernement opérationnel à Sofia, cette région deviendra un pôle d'attraction pour tous les syndicats criminels, groupes extrémistes et opportunistes des Balkans. C'est ainsi que les empires s'effondrent, non pas avec fracas, mais avec 1000 petites fractures. La Bulgarie ne va pas se réveiller un matin et se déclarer État islamique. Cela va se dérouler lentement, morceau par morceau, jusqu'au jour où la carte sera complètement différente. Et lorsque l'Occident réalisera ce qui se passe, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. La question n'est pas de savoir si la Bulgarie va s'effondrer. La question est de savoir ce qui va arriver. Et la réponse à cette question façonnera l'avenir des Balkans, de la mer Noire et de l'Europe elle-même. Parce que la Bulgarie n'est pas un cas isolé. C'est un avertissement. Les mêmes forces qui le déchirent, la subversion russe, l'ex-sionisme turc, la négligence occidentale, la montée des acteurs non étatiques sont à l'œuvre en Bosnie, au Kosovo, en Macédoine du Nord et même en Grèce. La différence est que la Bulgarie est plus avancée sur le chemin. C'est le canari dans la mine de charbon. Et le canari est en train de mourir.